Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reconnect. Je suis ravie de retrouver aujourd'hui Ophélie que j'ai découvert sur Instagram et qui va nous expliquer qui elle est, ce qu'elle fait. Bonjour Ophélie. Bonjour, hello Séverine. Euh, du coup, de mon côté, donc je suis Ophélie, art thérapeute. Et on dit art thérapeute pluriexpressionnel parce que je fais de l'art thérapie avec tous les arts possibles et imaginables. Donc danse, théâtre, musique, bien sûr dessin, modelage, ce qui est souvent le plus courant, Mhm. euh, et aussi tous les arts. Et je suis spécialisée en psychotraumatisme et en addictologie. D'accord. Et alors l'art-thérapie pour les personnes qui ne connaissent pas, alors j'ai entendu danse, dessin, etc. Ça consiste en quoi concrètement? Alors, si je vulgarise le truc, mais genre vraiment vulgarisé, Ouais. voilà, c'est au lieu d'aller chez un psychologue où on va parler de nos problèmes et tout ça, bah là, on va pas parler, on va créer. Et donc, quand D'accord, je dis créer, c'est pour ça que je dis ça peut être dessiner comme danser, comme faire de la musique ou écouter de la musique. d'accord. L'idée, en fait, c'est de faire sortir les émotions, c'est ça ou... C'est plutôt de communiquer autrement. D'accord, ok, Ça fait souvent ressortir les émotions, mais ça peut faire ressortir beaucoup en fait au niveau sensation corporelle. ok. Alors, si j'ai eu envie de t'interviewer, c'est parce que moi, avant mon burn-out, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Avant mon burn-out, j'étais en psychanalyse et je me souviens que ma psychanalyste m'avait proposé de faire elle utilisait, elle, la peinture. Et du coup, elle voulait qu'on fasse une séance, que je peigne et puis qu'on puisse échanger autour du sujet de ce que j'allais peindre. Moi, j'ai botté complètement en touche parce que, bah, avec mon syndrome du perfectionnisme, à l'époque, j'avais pas trop capté de quoi il s'agissait, en fait, on va dire de manière évidemment sous-jacente, hein, le travail qui était à faire. Moi, j'étais là, ah, je sais pas ce que je vais dessiner, elle va trouver ça nul. J'étais tout de suite en mode, je vais être jugée, alors que c'était pas du tout l'objet. Donc, si j'ai envie voilà, d'échanger avec toi, c'était aussi pour quelque part, qu'on dédramatise ou qu'on, voilà, comme tu dis, qu'on vulgarise hein, ce sujet. Ouais. Bah, c'est souvent ce que je peux voir en séance ou dans la première séance, on va dire, ou même le premier contact. C'est voilà, mais bon, moi je suis pas créatif ou créative, je sais pas dessiner, enfin voilà, je pense pas que ce soit pour moi. Du coup, souvent je vais dire bon bah est-ce que tu aimes écouter de la musique? Est-ce que tu aimes regarder des films avec des émotions ou des styles un peu différents? Est-ce que tu coupes tes légumes d'une certaine manière qui des fois peut être différent? Parce que voilà, mais en fait, on est tous créatifs, sauf qu'on a des manières d'utiliser notre créativité de manière différente, du coup. Mm. Mm. Et je sais que le côté perfectionniste en tant que, enfin, à la base, je suis aussi illustratrice. Donc moi, quand on me dit de dessiner, c'est sûr que je vais chercher la perfection. Donc par exemple, l'art-thérapie, pour moi, si tu me fais faire du dessin, voilà, faut me dire, faut me prévenir, fais-nous un gribouillage. Et même si tu me demandes de faire un gribouillage, je vais chercher un trait, quoi. Mm. Alors que, voilà. Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune utilité d'avoir des compétences et des connaissances en art quand on est en art-thérapie. Au contraire, je trouve que c'est plus facile quand les gens y connaissent rien parce qu'ils se lâchent plus facilement. Et justement, mon côté pluri-expressionnel fait que s'il y a quelqu'un qui est illustrateur, par exemple, ben, je vais peut-être pas le faire dessiner. Ou alors, si je le fais dessiner, ce sera les yeux fermés ou avec la main non dominante pour pas qu'il ait justement sa technicité qui ressorte. Mm. Et ce côté-là, justement, ressort beaucoup. Et même ceux qui n'ont pas de technique, eh ben, ils ont envie de faire quelque chose de beau. Et je mets bien Mm. des guillemets parce que ce qui est beau, si on regarde le monde de l'art, c'est très varié. Oui, tout à fait. C'est hyper subjectif, hein, effectivement. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser dans le psychotrauma? Alors, c'est venu tout seul. Mhm. Disons que ma patientèle, il y avait de plus en plus de traumatismes. Enfin, je repérais des petits traumas, enfin, il y avait voilà, une patientèle assez liée à des problématiques traumatiques. Et j'ai fait une formation spécialisée en syndrome de stress post-traumatique
et l'utilisation justement de l'art via ces problématiques-là. Donc, je me suis encore plus spécialisée, mais c'est un peu tombé comme ça. On m'a dit, ah, tu veux pas faire cette formation en plus avec l'école que tu avais fait, c'est pas cher, vas-y, viens. Ça remet à niveau un peu ses compétences d'art thérapeute et tout ça. Et c'était dédié justement aux art thérapeutes ou aux personnes qui étaient soignants. Et je me suis dit, bon, allez, vas-y, on y va. Et en fait, c'était une passion. Et je me suis rendu compte en faisant la formation que j'étais là, mais en fait, tous mes passions, ils sont déjà liés à ça. Oui. Je me suis dit, bon, bah, je suis dedans, on m'a appelé et voilà, je continue. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais un trauma, c'est pas forcément quelque chose de violent, et c'est pas forcément physique. Euh, c'est très, très varié. Et en fait, je pense que le plus important quand on est dans la spécialisation du traumatisme, c'est juste de dire à la personne, je te comprends. Et j'accepte ce que tu me dis. Si en fait tu es traumatisé parce qu'un jour on t'a volé ton sac à main, bah en fait oui, tu as le droit d'être traumatisé juste à cause de ça. Et personne est censé devoir te dire ouais, c'est bon, tu t'es fait voler ton sac, passe à autre chose. Mhm. Non. Parce que le plus important dans un trauma, c'est au moment où la chose arrive, dans quel état d'esprit tu étais. Et si à ce moment-là ça allait pas et que tu as un truc, même lambda, euh, qui rajoute une couche, ben, ça devient un trauma. Mhm. En fait, c'est quelque chose, moi je vois souvent dans les personnes que j'accompagne, qui est imprimé un peu dans le corps. Alors, on le voit du côté effectivement du mental, mais c'est au niveau du système nerveux qu'il y a quelque chose qui s'est figé. Enfin, c'est de cette manière-là que je l'analyse, hein. Est-ce que dans ta patientèle, tu as déjà accompagné des femmes qui ont traversé un burn-out? Alors, j'ai eu pas mal de fois des femmes qui étaient en mode burn-out ou qui Mhm. n'avaient pas. Enfin, j'ai eu plusieurs fois des femmes qui m'ont dit, je crois que j'étais en burn-out, Mhm. sans être allées faire un diagnostic ou aller chez le médecin ou autre. Et j'ai eu plus souvent des femmes qui m'ont dit, je crois que j'ai eu un burn-out à un Mhm. moment. Et très souvent, quand elles arrivent dans mon cabinet, elles sont au stade de, ben, soit elles ont changé de boulot, soit justement elles n'y travaillent plus, soit elles ont mis une distance assez élevée entre leur boulot Mhm. et elles. Donc elles sont plus dedans, mais il y a des traces. Mhm. Et en fait, moi, comme j'ai ma spé trauma, ce que je vais chercher, c'est OK, peut-être qu'un jour, que oui, vous étiez en burn-out, mais comme on n'en est pas sûr, j'essaie de savoir ce qui s'est passé, nan, nan, et là, je vais dire oui, c'est fort probable, sans faire de diagnostic, hein, je ne suis pas psychiatre, mais pouvoir dire ouais, OK, et à votre avis, ça peut être dû à quoi? Là, c'est le côté vraiment psycho, hein. Bon, on Mhm. va chercher les origines de l'enfance, comment c'était avec toutes nos relations autour. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive au burn-out? Pourquoi on se force à aller jusque-là? Mhm. Pourquoi on ne trouve pas le moyen de s'arrêter avant? Et à quel moment on s'en est rendu compte, justement? Mhm. Quand c'est des personnes comme ça qui se sont dit, je crois que j'y étais. Mhm. Et donc ce travail-là. Et souvent, en fait, avec l'art-thérapie et du coup, le côté corporel, c'est ce que je travaille beaucoup, ben, la personne va, dans son corps, en fait, on va dire que je n'analyse pas les œuvres, j'analyse vraiment comment la personne crée, donc par quelles étapes elle va passer, et aussi physiquement. Donc physiquement, il y a le truc bateau, je vais faire un dessin, il va être petit, machin, donc ok, on peut stéréotyper, ok, elle est renfermée, elle veut pas faire des trucs trop pour me montrer. Ok, cliché, mais un peu vrai. Il y a aussi quelqu'un qui va faire des trucs un peu plus osés, mais rester bien dans la feuille, jamais sortir du cadre. Ok, le cliché aussi. Là, là. Mais il y a aussi le côté, quand elle est en train de faire son petit gribouillage, est-ce qu'elle est crispée ou est-ce qu'elle est juste concentrée? Est-ce qu'elle a besoin de se concentrer? Est-ce que quand elle fait son truc, elle va être en mode oh là là ou alors elle va faire ah, là, 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 là. Et en fait, ça, ce que le corps va montrer pendant ce mouvement-là, quand on est dans le dessin, par exemple, ou même la danse, hein, va me montrer, OK, il y a quelque chose qui est bloqué. À Mhm. quel endroit aussi? Et le truc que je remarque le plus souvent, c'est la respiration. Mhm. Il y a un souvenir compliqué, traumatisant qui vient, la respiration se bloque. Et en fait, quand on est en art-thérapie, on n'est pas dans la conscientisation des choses, on est vraiment dans l'inconscient. Donc, un gribouillage va mener à une réflexion
qui après va peut-être se faire un souvenir de quelque chose, qui peut-être plus tard, après la séance, va rappeler vraiment quelque chose de crucial dans la vie de la personne. Mhm. Ouais, c'est passionnant, hein, ce que tu Donc, décris. Ça me donne envie de faire une séance avec toi. et j'ai souvent eu des gens qui m'ont dit, ah, punaise, la séance, on a fait ça, ça m'a rappelé une scène avec une collègue qui, XXXXX. Et là, je vais me dire, bon, ok, elle m'avait parlé de peut-être un burn-out, elle se rappelle de cet événement compliqué, donc il y a un lien de cause à effet, il y a un écho entre ce Mhm. qu'elle dit et ce qui s'est passé, et encore après la séance. Donc là, on peut être dans la validation de ce qui se passe. Mhm. Et toi, comment t'es arrivée à ce métier? Alors, à la base, j'étais pas du tout dans le côté thérapeutique, j'étais illustratrice et chargée de communication. Mhm. Donc, rien à voir, mais quand même dans la créativité. Et depuis mon enfance, en fait, mon moyen de m'évader et d'évacuer, c'était de dessiner. Donc, j'étais une gamine qui passait des heures à dessiner tout et n'importe quoi, à inventer son univers et tout ça, un peu fantastique, des fées, des machins comme ça. Et en grandissant, en fait, j'ai un peu gardé ça. Et j'ai remarqué que les périodes où je dessinais pas, ça allait moins bien que les périodes où je dessinais. Je fais souvent des pauses. Par exemple, en ce moment, je dessine pas, mais je crée autrement. J'écris. Enfin, Mhm. voilà. On a tous à un moment, peut-être des moments de pause dans nos rituels. On a besoin de changement. L'humain a besoin de changement, donc ça paraît normal. Et en fait, je voulais à un moment devenir psychologue. Mhm. Sauf que ben, ça faisait déjà 10 ans que j'étais chargée de com graphiste. Je me voyais pas revenir sur les bancs de l'école à fond, faire 5 ans d'études, enfin voilà. Donc j'ai commencé à chercher une alternative. Et juste simplement, il y a une pote qui me dit, mais Ophélie, pourquoi tu chercherais pas à faire une formation ou trouver une école pour devenir art thérapeute? Mhm. Donc c'est comme ça que ça a ouvert cette petite porte. Je commence à faire des recherches, des écoles. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, je lisais énormément de livres de psychologie. Donc, genre, je lisais, genre, pour le plaisir, euh, Freud, Jung, Winnicott. C'est ça pour le plaisir, qui n'est pas du plaisir en vrai. Et, enfin, voilà, ça m'appelait. Et du coup, j'ai trouvé mon école. J'ai continué à être à fond dedans. La découverte du lien vraiment psycho avec l'art, ça me passionnait. Et au début, comme j'étais dans l'illustration, je me suis dit que ça serait forcément de la peinture et du dessin ce que j'allais faire. J'étais prof de théâtre aussi à un moment, une petite passion. Donc je me suis dit, allez, je vais rentrer, je vais ajouter un peu le théâtre en tant qu'art thérapeute. Et puis en fait, pendant la formation, j'ai découvert aussi la musique, j'ai découvert la danse, qui n'était pas du tout mon truc. Et en fait, je voyais que, en fonction des personnes, des fois, il y a besoin plus de danser. Mhm. Des fois, il y a des gens qui sont plus auditifs que visuels. Du coup, pour ces personnes-là, tout ce qui est dessin et tout ça, ça les touche beaucoup moins. Mhm. Donc, aller dans quelque chose de sonore, c'est beaucoup plus intéressant. Et la mémoire sonore est beaucoup plus puissante en plus. Donc, Ouais, c'est super, hein, d'avoir tous ces outils en fait, hein. La plupart des gens ignorent peut-être aussi l'existence, hein, de toutes ces façons de se faire accompagner au-delà d'un parcours conventionnel, médecin, psychiatre. Psychologue, c'est des métiers qui sont déjà plus connus, mais en général, il y a des personnes qui ne souhaitent pas consulter aussi parce que le travail par la parole peut être plus difficile, effectivement, hein. Mm. Et donc aujourd'hui, tu accompagnes des hommes, des femmes, des enfants. Quel type de public vient chez toi? alors, c'est assez varié en vrai, mais disons que je fais des interventions en maison de santé, en centre médicalisé, en hospitalier aussi. Mhm, En addictologie, je suis plus sur des hommes. C'est plus mhm, souvent des hommes. Et après, pour ce qui est à mon cabinet, c'est souvent des femmes. J'ai presque que des femmes au cabinet en individuel. Donc, c'est vraiment ma patientèle de base, en fait. mhm, Et après, la dictologie, c'est venu en faisant justement des interventions en centre hospitalier. On m'a proposé à un moment d'intervenir en addicto et j'ai dit, ouais, bon, ok, j'y connais rien, mais bon, on verra. Et en fait, au final, le psychotrauma et l'addiction sont très, très, très liés. Donc, en fait, je travaillais le trauma mhm. pendant- pour des personnes qui avaient des problèmes d'addiction. Et donc, ça a engendré que ben, j'ai continué à avoir
vu que ma technique fonctionnait avec cette patientèle-là, j'ai continué à en avoir encore et encore. Mhm. Mais de base, oui, au cabinet, c'est plus féminine. En centre hospitalier, j'ai du beaucoup de masculin en addiction et sinon, ben, c'est en centre médicaux. Donc là, j'ai des personnes avec des pathologies mentales Mhm. dures, compliquées. Et ouais, du coup, en fait, il faut tout le temps que je m'adapte, mais en fait, j'adore ça. Donc, avoir quelqu'un qui a un syndrome autistique lourd, euh, pareil, voilà, on va éviter peut-être trop le sonore, Mhm. ou justement, il y en a qui sont plus dans le sonore parce qu'ils n'ont pas la verbalisation très active, donc du coup, on va aller là-dedans. Mais sinon, à mon cabinet, ma patientèle, ça reste très féminine. Et, euh, et voilà. Alors, c'est chouette aussi dans ce que j'entends que les centres hospitaliers soient ouverts à l'art-thérapie. C'est vrai que souvent, on voit le côté médical comme quelque chose de très... voilà, on est dans le conventionnel, il ne faut pas trop faire d'écart, sinon ça pourrait être considéré comme des sectes ou je ne sais quoi. Donc, ouais, chouette. Bah, ça donne l'espoir à ce que le métier soit encore plus reconnu. Mhm. Maintenant qu'on commence à intervenir en centre hospitalier, on se dit, enfin, je suis partie par exemple de plusieurs assos d'art thérapeutes, dont une en Alsace. Et quand on discute de ça, justement, on se dit, waouh, ça évolue. Il y a 10 ans, les art thérapeutes, c'était des psychologues qui faisaient justement un peu d'art Mhm. dans leurs séances. Mhm. Qui voyaient que la parole, la verbalisation ne fonctionnait pas assez. Mhm. Là, en fait, vraiment d'être dans l'acceptation qu'un art thérapeute puisse justement intervenir sans être forcément psychologue, parce qu'il y en a qui ont forcément la double casquette, ben, ça valide encore plus le métier. Et c'est assez étonnant parce qu'au début, il y en a beaucoup qui sont en mode, ouais, enfin, c'est la nana qui va venir faire de la peinture, quoi. Alors que déjà, moi, quand j'arrive, j'ai mon gros chariot, j'ai des instruments de musique, oui, j'ai de la peinture, j'ai des gros blocs d'argile et des trucs comme ça. En fait, ça dépend, j'essaie de changer à chaque fois. Et ils me regardent, ils font, bon, tu fais quoi aujourd'hui? Ah, mais la semaine dernière, tu avais fait ça. Ah, mais pourquoi cette semaine, tu fais ça? Bah, je fais, bah, parce que j'ai vu qu'il y en avait, Louis, ça marchait mieux. Puis des fois, je mélange, parce que voilà. Et je trouve que le fait de faire un moment, j'aime bien trouver le moyen de faire un moment fun Mhm. un moment où on s'amuse, c'est un moment où on se libère. Et en fait, en s'amusant, on s'en rend pas compte, mais on libère tout notre conscient. Parce qu'en fait, on se dit, ah bah on kiffe, on est bien et tout, vas-y, on va faire des trucs chelous et tout, non, et ce sera trop cool. Et après, ben, ils vont peut-être, je vais leur faire la petite réflexion du, ok, ce qui s'est passé pendant la séance, qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça dit de votre parcours? Qu'est-ce que ça dit du fait que vous soyez ici dans telle institution ou ici dans mon cabinet? Et là, on ouvre peut-être à la parole, des fois pas forcément, hein. Je peux avoir des séances où on ne parle pas du tout, juste le bonjour, au revoir, bonne journée. Et, et en fait, c'est là où ils disent, waouh, putain, j'aurais pas pensé que mon corps il puisse autant s'exprimer, alors qu'à la base, je venais pour faire un gribouillage ou je venais pour danser. Mhm. C'est super. En plus, bah, avec ta personnalité en jouer aussi, ça invite aussi à faire sortir peut-être cette part d'enfant hein, qu'on contrôle parce que enfin, moi, je le vois comme ça vu de l'extérieur. Je ne sais pas si c'est juste hein, ce que je vais dire, mais ouais, se reconnecter avec cette part un peu plus naïve et plus insouciante, hein, ouais, qui ne va pas être forcément dans le jugement. Mon dessin, il va être nul. Ce que je vais, la façon dont je vais danser, c'est naze. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours, est-ce que tu pensais, étant petite, qu'un jour tu accompagnerais justement grâce à tes dessins et grâce à tes gribouillages? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Moi, je me souviens que quand j'étais gamine, je voulais devenir une artiste. Enfin, je voulais que ma vie, ce soit de dessiner. Mhm. Je voulais vendre mes tableaux, vendre mes dessins, ce genre de choses. Mhm. Euh, Puis en grandissant, on se rend compte que ben, les gens qui vendent juste des dessins, c'est compliqué. Mhm. Pour arriver dans un livre d'histoire de l'art, faut y aller. Quand tu fais des études d'art, tu vois que les gens, des fois, ils ont réussi à être connus après être morts. Donc du coup, tu te dis, ouais, c'est vraiment chaud comme métier.
Et Mm. c'est là où la réalité revient, où tu te dis, bon, bah, alors quel métier fonctionne bien? Allez, le web, allez, du coup, le graphisme web, allez, la communication. Tu prends des dérives, mais travailler avec l'humain, j'y aurais jamais pensé. Mm. Je te pose cette question? Pardon, vas-y. Non, non, j'allais juste être dans l'art, oui, mais avec l'humain, moins. Ok. Je pose cette question parce que j'aime beaucoup des parcours comme ça qui sont inspirants, où on se réinvente sans cesse. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment, on fait partie d'une voilà, d'une génération, on va plus rester toute notre vie dans le même métier. Et je trouve que ça donne toujours aussi une lueur d'espoir hein, sur bah, c'est quoi ma vie, ça veut dire quoi réussir ma vie. J'ai toujours possibilité de rebondir, de faire autre chose, de faire différemment et de m'éclater en fait, professionnellement. Tout à fait. Ouais. J'avais une fois une personne que j'avais suivie qui m'avait dit une phrase qui m'avait beaucoup interpellée, que je garde un peu comme un mantra. C'est, bah, vous savez, la phrase bateau, il n'y a pas de sous-métier, ce genre de choses. Ok, Mm. on veut bien. Mais c'était dans tous les métiers compliqués ou les métiers d'intérim ponctuel, ce genre de choses, il y a des grands rêves derrière. Mm. Et le fait, par exemple, de se retrouver, je sais pas, d'avoir été graphiste, machin, et du jour au lendemain de se dire, bon, bah, en fait, c'est plus pour moi, ou juste, j'ai plus envie de me retrouver dans une situation stressante pour rien. Et de finalement se dire, bon, bah, en fait, je vais être serveuse pendant un an, juste le temps de revoir ce que je veux faire de ma vie, si je retourne dans le graphisme ou si, justement, je vais carrément changer ma life. Et ben Mm. en fait, c'est OK Mm. parce que derrière, tu as un grand projet, même si tu le sais pas encore. Mm. Ouais. Toi, tu as justement, quand tu parles d'intérim, tu as eu cette phase hein, un peu de transition. Enfin, comment ça s'est passé pour toi? Ouais. Alors, je l'ai fait assez facilement au départ parce que j'ai gardé mon boulot de chargée de com quand je me suis lancée en tant qu'art thérapeute pendant un an. J'étais à 90% encore chargée de com pendant un an. La deuxième année, j'étais à 50%. Mhm. Et petit à petit. Donc, j'ai essayé de combler, voilà. Et la troisième année, j'étais en mode, est-ce que je continue pas? Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que si je lâchais pas, en fait, à un moment, la com et le graphisme, ben, je serais jamais totalement à fond dans l'art-thérapie. Mhm. Et j'avais besoin de me dire, OK, mon planning, il n'y a pas 3 jours qui sont bloqués pour faire de la com et du graphisme, mais ils sont bloqués pour intervenir ailleurs ou pour justement travailler ma com, Mhm. ou justement travailler la recherche de patientèle ou ma manière de voir les choses, ou travailler sur moi, parce que Mhm. quand on est thérapeute, on travaille d'abord sur soi souvent, Mhm. avant de travailler pour les autres. Et du coup, la troisième année, je me suis mise toute seule à mon compte. C'est là où c'était un peu plus compliqué, parce que quand tu démarres, enfin, pour tous Mhm. ceux, à mon avis, qui se lancent, tu as une période où tu te dis la première année, c'est la plus dure. Moi, j'avais la chance, c'est que je l'ai fait petit à petit, donc j'avais déjà quelque chose quand même. Mhm. Mais quand tu passes d'un truc où tu avais un bon salaire, à après un salaire à 50%, mais tu arrives à combler, à ben maintenant, qui comble doit prendre le reste. Ben ouais, des fois j'ai fait serveuse, j'ai fait des petits boulots d'intérim ponctuels parce que je me disais, ok, bon bah je me bloque une semaine à faire serveuse dans tel endroit, c'est pas grave. Oui. Ouais. Ouais, c'est Et encore chouette. maintenant, des fois, si je vois que j'ai des mois où j'ai pas trop d'interventions médicalisées, je me dis, ok, je vais faire intervenir pour un événement, une animation, faire des ateliers créatifs et pas d'art-thérapie, voilà. Mhm. Ouais, en fait, c'est vraiment d'avoir cette posture aussi entrepreneuriale, hein, je trouve. Hein. Tu vois, tu es chef d'entreprise, effectivement, donc bah, il y a toute la partie commerciale, etc., trouver des clients, mais c'est aussi te dire à un moment, il n'y a pas de plan B. Enfin, j'aime bien quand tu as dit tout à l'heure, bah, j'ai décidé que là, j'étais au bout de la troisième année art thérapeute pour lâcher le côté graphiste, parce qu'à un moment, il faut. C'est mon point de vue. Je trouve ça intéressant de lâcher ce qui est connu pour aller vraiment vers ce qui nous nourrit. Et c'est une période enfin, une transition qui n'est pas toujours facile, hein, parce que ça vient nous challenger hein, sur beaucoup d'aspects, hein, sur nos insécurités, sur nos peurs, peur de ne pas y arriver. Euh, voilà.
Et il n'y a pas de chemin en fait linéaire, hein, il n'y a pas de voie toute tracée, hein, on a chacune notre façon effectivement de rebondir sur quelque chose qui nous anime. Mm. Ouais. C'est Ouais, pour ça que cette phrase du quand il y a un petit métier ou un petit boulot, c'est que derrière il y a un grand ouais, rêve. c'est beau. Je trouve ça très beau et en fait, il y a plein de fois où je me dis, ouais, à part 'fin, quand on est étudiant, qu'on fait serveur et tout, enfin, on est plein, à mon avis, à avoir connu ça aussi quand on Mm. était étudiant. Mais on a aussi des grands rêves, hein, c'est de pouvoir Mm. faire des études. C'est ça. Sauf que ben, ces rêves-là évoluent et en grandissant, c'est peut-être plus de faire des grandes études, mais c'est juste de faire le métier qui nous plaît. Ouais, ouais. J'avais fait un épisode aussi sur les coulisses de ma reconversion et je partageais, moi, quand j'étais en certification naturopathie, ben, j'avais un job alimentaire à côté aussi. Je bossais comme conseillère de vente dans un magasin bio. Et à un moment, j'ai basculé aussi parce que je me rendais bien compte que ce boulot, même si c'était pas un temps plein, ça bouffait toute mon énergie, toute ma vitalité et que j'avais plus d'espace en fait pour développer mon activité par ailleurs. Donc, bah, à un moment, c'était faut y aller. Et puis tu verras, c'est en avançant que tu apprends. Et aujourd'hui, donc, tu es sur Strasbourg, hein, tu accompagnes. Comment est-ce qu'on te contacte? Tu t'accompagnes en ligne, tu travailles qu'en présentiel, dis-moi. Alors, je travaille en ligne, donc je fais des visios. Donc, Mhm. j'ai ma patientèle qui est un peu partout en France. D'accord, Sinon, je fais aussi à mon cabinet qui est exactement à Bischheim. ok, C'est un Bischheim Wacken, zone Wacken, donc presque ok. Strasbourg. Et donc là, je prends soit de l'individuel, soit du duo au cabinet. Ah, du duo. Alors, comment, dis-moi, c'est quoi le duo? C'est des couples, c'est des Justement, parents? Ouais, justement, je dis duo parce que ça peut être du parent-enfant. ouais, J'ai souvent ça. Sinon, ça peut être, j'ai souvent des amis d'accord. proches au départ qui viennent avec juste l'intention de passer un bon moment. Ils ont pas compris que c'était en thérapie d'amitié. Et en fait, non, mais en fait, je trouve que c'est des séances hyper puissantes Mm, parce que souvent, en fait, les liens d'amitié comme les liens d'amour, c'est des choses très importantes. Et en fait, mm. on va aller faire une thérapie de couple, on va aller faire une thérapie parent-enfant, mais on va jamais aller avec nos amis. C'est vrai que je n'ai jamais pensé à ça non plus. Mais en fait, à chaque fois, c'est arrivé pas en mode on va faire une thérapie, mais c'est vraiment en mode on va passer un bon moment. Et en fait, les séances amicales, on va dire, souvent c'est assez. Je trouve ça hyper beau parce que comme ils s'attendent pas à ce genre de séance, je vais travailler la relation, comme je pourrais Mm, faire avec un couple. mm, Sauf que quand on est amitié, c'est un peu différent. Mais du coup, le côté relationnel et en fait, le fait de se dire, ben, j'ai une amie plus ou moins proche qui a ce point de vue-là sur le monde. J'ai moi mon point de vue là, sur le monde aussi, et voir qu'est-ce qui a fait que nos deux mondes arrivent à être en commun, et qu'est-ce qui fait qu'on est amis, pas amis, et en fait rendre compte aux gens que ben, on est différents, on a des parcours différents, on ne se voit pas tous les jours, on a des fois beaucoup de liens, passion, ce genre de choses, ou juste des liens sur notre passé, parce que je sais pas, on est amis d'enfance et qu'on a vécu des trucs de ouf. Ou, enfin voilà, et remettre les liens. Et en fait, du coup, ce qui est important dans ce genre de séance, c'est de travailler du coup le relationnel avec tous les autres. mm, Là, c'est deux amis qui viennent, mais après, ça fait réfléchir à notre relationnel, comment on est avec nos amis en règle générale. mm, Est-ce qu'on arrive à se livrer à nos amis d'habitude ou pas? Est-ce qu'on arrive à dire quand ça va et quand ça va pas à nos amis? Et ben, il y en a plein de célibataires, hein. Donc, du mm, coup, les liens d'amitié sont souvent plus puissants que les liens d'amour. mm, Donc, c'est assez intéressant et beau. Et les couples aussi. mm, Et donc là, on va travailler souvent quand c'est des couples, une problématique, un besoin, ce genre de choses. mm. Ok, super. Tu as des programmes d'accompagnement aussi plus longs ou que tu fonctionnes à la séance? Alors, je fonctionne beaucoup à la séance, Mhm. mais je fais des programmes, enfin, je fais des forfaits 5 à 10 séances. D'accord. Pour justement, avec entre les séances, c'est une séance toutes les 2 semaines. Entre les séances, souvent, je laisse
passer, parce que ce qui se passe souvent pendant une séance est assez intense. Mhm. Je laisse passer 48 à 72 heures. Et après, on rediscute par message de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a souvent, en fait, après une séance d'art-thérapie, des rêves, des réflexions, des cogitations, des petits changements ou des petites réflexions après une séance sur qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Et l'inconscient, en fait, il était tellement présent pendant la séance, mais on s'en est pas rendu compte à ce moment-là, que dans les 72 heures, c'est là où ben, on va rêver de ça et on va se dire, mais punaise, ça veut dire quoi? Puis on repense à la séance et ah waouh, il y avait un lien avec ça, ou je vais cogiter sur telle chose et tout. Et donc ça, on va en discuter. Et souvent, je donne des exercices en fonction de ce qui s'est passé pendant la séance ou de ce que la personne me dit de ce qui s'est passé pour elle après la séance. Donc, c'est des exercices d'écriture, des exercices de dessin, après, il y a des exercices aussi juste corporels, des choses, se déplacer, euh, respiratoires, ce genre de choses que je vais donner entre les deux séances pour pouvoir maintenir et surtout apprendre à mettre des petites choses dans son quotidien. Mhm. Et donc ça, je fais ça comme suivi quand on prend des forfaits 5 à 10 séances. D'accord. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour ben, des femmes qui ont tendance à tirer sur la corde, à s'épuiser ou qui glissent ou qui seraient passées par le burn-out? Euh, bah, le conseil bateau, c'est ne pas s'oublier, Mhm. parce qu'on s'oublie souvent et on se renferme du coup quand on s'oublie au bout d'un moment. Et aussi, du coup, ne pas s'oublier veut dire, parce que quand on est en burn-out, on s'oublie et on oublie qu'on peut encore s'amuser et aimer d'autres choses Mhm. Que le travail, tu veux dire. que le travail. Ouais. Mhm. Et du coup, se dire, ben, pourquoi je testerais pas des choses que je connais pas, sortir de ma zone de confort, Explorer. explorer. Ouais. C'est très beau aussi comme conseil. Et il n'y a pas de conseil bateau, hein, parce que je l'entends, hein, je le répète tous les jours, s'écouter, s'écouter, s'écouter. Mais même quand qu'on a traversé le burn-out, qu'on en est sorti, parfois on oublie encore de s'écouter. Donc, mettre une petite couche de rappel de temps en temps, c'est pas plus mal. Est-ce J'ai que tu souvent je voulais rebondir Ouais, vas-y, vas-y. parce que ça me fait penser que j'ai des personnes qui me disent, ouais, Ophélie, là, en ce moment, ça va pas trop, mais je sais pas trop quoi faire. Et là, je dis juste, ben, en fait, qu'est-ce que tu as envie de faire? Mhm. Et ben là, je suis en mode canapé, pilou pilou, télé. Ah, ok. Ah oui. Ok. Fais ton canapé pilou pilou pendant 2, 3 jours. Par contre, si tu dépasses 3 jours, là, on va en discuter un peu plus. Mhm. Mais si tu as besoin de ce moment-là et de t'isoler, en fait, prends-le parce que si ton corps te le dit, ton mental te le dit, c'est qu'à un moment, tu en as besoin. Oui, exactement. S'autoriser à ralentir et à ne rien faire, ou faire le minimum. Tu avais envie de rajouter quelque chose hein, pour les personnes qui nous écoutent? Euh, Ben, j'ai pas forcément quelque chose à rajouter, mais j'aime bien dire créer, c'est un moyen de s'amuser différemment et de se comprendre différemment Mm. et du coup de se voir autrement, sous un nouvel angle qu'on n'aurait jamais imaginé. Mm. Bon, bah, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Ophélie, pour ton témoignage. Avec plaisir!